Bekar Al-Kurdi, Azul. Bonjour. Et comment on dit en kurde d'ailleurs? Rojbosh. Bekar Al-Kurdi, vous êtes membre de la représentation du Rojava en France. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter la représentation du Rojava en France? Alors, la représentation du Rojava en France, nos bureaux ont été inaugurés en mai 2016 pour représenter cette auto-administration de Rojava ou au nord-ouest de la Syrie en France. Comme vous savez, depuis novembre 2013, au nord de la Syrie, nous les Kurdes, avec les autres peuples de cette région, notamment les chrétiens et les arabes, nous avons créé une auto-administration afin de gérer cette région. Et il y a eu aussi en parallèle une création d'une force armée pour la protection de cette région. Donc nous, on représente cette auto-administration en France. D'accord, et une auto-administration qui est quand même un peu spécifique à la région, qui est caractérisée par son aspect démocratique. Bien sûr. Et le rôle aussi joué par les femmes. Le projet qui a été mis en place au Rojava, au nord de la Syrie, depuis novembre 2013, depuis cette date-là, on a mis en place un contrat social aussi. Ce contrat social stipule qu'il y a plusieurs piliers. L'un de ces piliers les plus importants, c'est la question de la laïcité, puisque au Rojava, il y a plusieurs religions. Il y a donc à la fois les chrétiens, à la fois aussi les musulmans. Il y a aussi l'autre pilier, c'est la question de l'égalité homme-femme. C'était l'un des fondements même de notre projet, puisque on a mis en place un système par exemple, de coprésident, c'est-à-dire dans toutes les instances politiques, ça peut être dans toutes les fonctions, même au niveau des mairies, même ailleurs, il y a toujours deux présidents, une femme, un homme. Il y a, au niveau de la maire, il y a deux maires, une femme, homme, toujours. Donc ça, c'est le fondement même de notre système. Après, nous avons aussi d'autres piliers. C'est la question aussi de la démocratie directe, avec la fondation de plusieurs communes. C'est-à-dire c'est le peuple même qui devrait s'organiser, prendre ses décisions. Et donc nous trouvons ces piliers-là. Nous avons aussi la question, ce qu'on appelle chez nous le principe de peuple démocratique, c'est-à-dire que tous les peuples devront cohabiter ensemble. Et c'est pour cela que nous avons mis en place 3 langues officielles pour la première fois en Syrie. Pour la première fois, en tout cas, on a mis en place dans notre région, le Rojava au nord de la Syrie, 3 langues qui sont kurdes, arabes et la langue syriaque. Pour la première fois au Moyen-Orient. Exactement, Moyen-Orient, voilà. Moyen-Orient, pour la première fois, la langue syriaque donc, était une langue enseignée au niveau de l'administration. Les enfants syriaques apprenaient leur propre langue, les enfants kurdes apprenaient leur propre langue, les enfants arabes donc continuaient d'apprendre leur propre langue. Donc tout ça, on avait mis en place concrètement dans nos régions pour essayer de protéger la population, de rendre des services, mettre en place un projet démocratique qui peut être un projet pour l'ensemble, non seulement de notre région, mais pour aussi l'ensemble de la Syrie. Donc c'est un projet qui envisageait une alternative à l'État-nation, à l'alternative au modèle de panarabisme, au modèle de panislamisme. Donc pour nous, ces deux modèles, ils ont que ramené la catastrophe et le chaos au Moyen-Orient. Nous avons dit, ce modèle-là, qui peut finalement être l'alternative, en tout cas, ce modèle a fonctionné, très bien a fonctionné, puisque nous avons pu préserver le tissu social dans notre région, nous avons pu protéger la population, éviter une guerre civile
dans une autre guerre civile, c'est-à-dire, là on parle de la Syrie où il y avait déjà une guerre civile, dans les autres régions où les gens sont tués, chez nous, on a mis ce système qui marchait bien et que finalement on a pu préserver cette région, mais malheureusement, malgré cela, malgré ces efforts-là, on se fait toujours attaquer par des régimes hostiles comme le régime de la Turquie. Justement, c'est le régime turc, la Turquie d'Erdogan s'attaque à ce système-là, s'attaque à ce modèle qui reste rare et qui reste un exemple d'ailleurs, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour tout l'espace où le panarabisme et le panislamisme dominent. Justement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire la situation, quelle en est la situation dans le Rojava, la situation humanitaire et militaire, et quel est l'état du moral des troupes, des combattantes et des combattants kurdes sur le front? Bien évidemment, donc Erdogan, il a lancé depuis le 9 octobre une offensive terrestre et aussi aérienne. Non seulement l'armée turque, il a envahi la région, ce qu'on appelle donc toute la région de l'est de l'Euphrate, donc le nord-est de la Syrie. Il s'est appuyé également par des anciens membres, les anciens combattants de Daesh, c'est-à-dire l'armée turque a recyclé ces combattants, il les a injectés dans notre région, et donc aujourd'hui la Turquie mène avec ses djihadistes cette offensive-là contre la population. Le but de la Turquie, c'était donc d'envahir cette région, puisque elle avait pour objectif non seulement de mener une politique d'opération ethnique contre la population kurde, mais aussi il s'attaque à ce modèle, puisqu'il ne veut pas voir à sa frontière des peuples qui se cohabitent, que le peuple kurde avec le peuple, les Arméniens, avec les autres peuples, les Syriaques, les Arabes, puissent fonder ensemble un système démocratique, un système sur l'égalité homme-femme, un système où toutes ces composants se trouvaient, puisque pour lui, le modèle qui en tout cas qui le défend, c'est un modèle à la fois un modèle islamiste et à la fois un modèle nationaliste. Donc ce sont les deux. D'ailleurs, on l'avait vu avec cette alliance qu'il le fait avec le parti d'extrême droite en Turquie. Donc il s'attaque à ce modèle-là. Il ne veut pas voir les rescapés des génocides arméniens que Erdogan lui-même, ou bien que ses ancêtres d'Erdogan ont mené un génocide contre la population arménienne en 1915 et contre les autres populations chrétiennes, et que ces rescapés, ces génocides arméniens qui sont venus s'installer en Syrie, que leurs enfants aujourd'hui vivent avec nous. Il veut donc terminer le travail que ses ancêtres ils ont fait. Okay. Et donc là, quand il y a eu cette attaque, la première cible, c'était non seulement les Kurdes, mais aussi on avait vu avec cette offensive, il avait ciblé des chrétiens. On avait vu, il avait ciblé même des églises chrétiennes, des églises notamment à Tel-Bassipied et à Ramshto, les populations aussi kurdes et les populations syriaques qui étaient touchées par et ils étaient les cibles de ces bombardements, donc ils s'attaquent à tout ça. Aujourd'hui, quand il y a eu cette grande offensive, le choix de notre peuple, le choix des forces qui se bat, ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui est une coalition des forces kurdes, arabo-chrétiennes, face à cette attaque, c'était le choix de résister contre cette invasion de l'armée turque, puisque l'invasion de l'armée turque, la Turquie, il avait pour but de tout simplement changer la démographie de cette région, donc mener une politique d'opération ethnique contre notre population. Et face à cette attaque-là, les YPG, les forces démocratiques syriennes, ces forces ont résisté jusqu'au
que finalement il y a eu un cessez-le-feu depuis 3 jours. C'est cessez-le-feu qui avait donc par l'intermédiaire des États-Unis mais la Turquie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Apparemment, c'est ce que l'on a entendu, ouais. La Turquie continue toujours à bombarder la ville, notamment la ville de Salekaniye, avec toute l'artillerie. Il a utilisé même des armes non conventionnelles, le phosphore blanc. On a vu des images des enfants où ils étaient avec de cœurs brûlés. Plusieurs personnes qui sont sur place, certains médecins, ils ont confirmé que l'armée turque a utilisé le phosphore blanc, et que on a vu aussi, ce qui est important, que même Amnesty International a condamné la Turquie. Il avait parlé d'un crime de guerre que l'armée turque avec ses groupes djihadistes ont commis au Rojava, ont commis entre la région, notamment à la ville de Salekaniye, où la population, les combattants, ils étaient encerclés par l'armée turque et ses djihadistes. Donc là, on peut dire que la Turquie, a violé le droit international, puisque il s'est permis de pénétrer dans le territoire d'un pays tiers. Et comment, donc est-ce qu'il s'agit vraiment d'une violation des droits internationaux, et comment expliquer le silence de la communauté internationale face à une telle violation? Effectivement, donc là, nous avons toujours, quand nous avons mis ce projet-là, c'était dans le cadre de l'État syrien. C'est-à-dire, nous, on avait un projet qui était, on avait mis en place une auto-administration dans cette région. On avait pour vocation même d'étendre ce projet pour l'ensemble de la Syrie, mettre en place une Syrie décentralisée où toutes les communautés peuvent donc finalement se trouver dans la Syrie de demain. Et notre projet, donc, c'était pour la Syrie, dans le cadre de l'État syrien. Donc, la Turquie, avec cette invasion, c'est une viole de droit international, puisqu'ils attaquent bien évidemment un État qui est souverain. Personne n'a demandé à la Turquie d'intervenir, c'est même le contraire. Tout le monde aujourd'hui s'oppose. C'est-à-dire, on avait vu les réactions les pays européens, les réactions de plusieurs pays arabes, même la réaction d'autres pays comme par exemple l'Inde et la Chine, qui sont aussi opposés à cette invasion de l'armée turque. Bien évidemment, cette invasion est arrivée suite à un feu vert que Trump donnait à Erdogan, puisque cette région a été sur la protection de la coalition internationale. Cette coalition internationale qui sont arrivés dans cette région avec la bataille de Kobané. À l'époque de la bataille de Kobané, en octobre 2014, les YPG, donc les forces kurdes, et après donc les FDS, cette coalition de forces kurdes arabo-chrétiennes, ont commencé une lutte contre Daesh. Nous, pensons que cette lutte n'a pas été terminée, et donc la coalition, et notamment Trump, a donné le feu vert, que c'est une décision que lui-même il avait prise. Pourtant, aux États-Unis, tout le monde sont contre. Le Pentagone a été contre. L'opinion aussi. L'opinion publique, même le Parti républicain aussi, le Parti démocrate, même l'ancien envoyé spécial de la coalition lui-même, il a déclaré à plusieurs reprises que simplement cette décision va profiter que à le retour de Daesh, ça amènera l'instabilité dans la région. Pour les Européens, ils sont très inquiets, mais ils sont impuissants. C'est-à-dire que là, pour les Européens, d'ailleurs, cet retour, cette attaque de cette invasion de la Turquie n'amènera que le chaos, n'amènera que le retour de ces groupes djihadistes dans cette région. Aujourd'hui, hier même, McCourt, l'ancien envoyé spécial de la coalition, il a dit que la Turquie a facilité, il a fait passer 40 000 combattants
des djihadistes en Syrie, et quand les Kurdes qui sont arrivés, ils ont contrôlé la frontière, ça y est, il n'y avait plus personne qui passait. Donc on parle de 40 000 combattants que Erdogan lui-même il avait fait rentrer depuis le début de la crise syrienne. Donc finalement, aujourd'hui, la communauté internationale savent, tout le monde sait très bien ce but d'Erdogan. L'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation aussi difficile, puisqu'on voit qu'il y a eu quelques réactions, mais nous pensons que ces réactions, ce n'était pas suffisant pour vraiment empêcher l'État turc de mener cette offensive. Demain, la Turquie, aujourd'hui, il utilise la question des réfugiés pour mener des chantages. Et bien demain, tout simplement, cette frontière va devenir une bastion de cette région, une bastion des djihadistes. Et ça va encore menacer les Européens, donc à les Européens aussi de prendre leurs responsabilités. Et nous, on l'a dit plusieurs fois, cette frontière deviendra comme la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Demain, nous, on a combattu l'État islamique, on a combattu Al-Nusra, on a combattu ce groupe-là. Alors demain, avec cette attaque-là, qui va combattre ces djihadistes-là? Ça deviendra le bastion vraiment des groupes djihadistes avec cette invasion. Donc la situation est extrêmement grave, puisque par rapport il y a eu plusieurs civils morts, il y a eu 235 civils morts, plus que 300 000 réfugiés, 300 000 personnes qui ont quitté leur région. La ville de Salekani a été détruite parce que la Turquie a utilisé toute sa technologie possible pour vraiment écraser la résistance kurde. Malgré cela, nos combattants, ils ont résisté, ils ont décidé de résister face à cette barbarie, puisque on résiste pour l'existence, c'est notre existence en tant que peuple kurde qui est en question. Donc on résiste pour survivre, pour rester dans cette région. Sinon, pour revenir aux Européens, comment expliquer quand même leur position qui sont un peu molles, timides? Je pense que tous les États européens, ils peuvent faire quelque chose contre un État, qui est la Turquie. Et pourquoi cette mollesse des Européens? Je pense que le problème, bien sûr, des Européens, c'est que l'Union européenne, certainement, c'est une union économique, mais ce n'est pas une entité vraiment politique. L'Europe n'a pas une armée. Les Européens, au niveau, en ce qui concerne la politique étrangère, ils ne sont pas unis. Mais la France, elle a une armée, elle a fait la guerre à la Libye. Bien sûr. Donc, la France, c'est vrai, il avait soutenu, il a pris des initiatives afin d'arrêter Erdogan, mais effectivement, ce n'était pas suffisant. Il y a eu des sanctions, l'annonce aussi de la fin de livraison des armes, mais tout ça, ce n'était pas suffisant. Et nous, on trouve que, effectivement, là, ce qui se passe, c'est une faute morale et politique. C'est une faute morale parce que on se sent qu'on était laissé par nos alliés, qu'on avait combattu ensemble depuis 2014, Daesh, dans le cadre de cette coalition. Et aujourd'hui, on n'a pas réagi, c'était pas suffisant pour arrêter la Turquie. C'est une faute aussi politique, puisque, comme je dis, cette invasion et cette invasion de l'armée turque et de ces djihadistes va tout simplement ramener le chaos dans la Syrie. Ça va encore rendre la crise syrienne beaucoup plus complexe, et ça permettra à Erdogan de mener son chantage contre les Européens. Erdogan met le chantage avec la question des réfugiés, en disant je vais vous envoyer des réfugiés. Là, s'il contrôle
toute cette région, cette région transformera en une bastion de groupes djihadistes. Erdogan, il aura encore d'autres outils et encore plus de force pour encore menacer, faire de politique de chantage contre les Européens. Donc les Européens, il faut qu'ils réagissent, puisqu'ils savent très bien, le Moyen-Orient n'est pas si loin que ça. De toute façon, Erdogan lui-même, une fois, il avait dit quand le président Macron il avait reçu une délégation de notre région, il avait reçu une délégation kurde arabo-chrétienne à l'Élysée. Erdogan, il avait fait une déclaration en disant, en s'adressant à Macron, si je vous envoie des terroristes, ne venez pas se plaindre auprès de moi. Il disait s'il y aurait des terroristes qui vont mener des attentats, ne viens pas se plaindre. Donc là, c'était un message très clair que Erdogan. Donc finalement, il faut absolument réagir parce que c'est à la fois notre population qui sont en train d'être tuée. Il y a la Turquie qui mène d'Erdogan une politique d'épuration ethnique contre notre population. Et donc, si on ne réagit pas, Erdogan encore va mener d'autres chantages. Donc finalement, ça ne profite à personne sauf à Erdogan, sauf au retour de Daesh et aux groupes djihadistes. Exactement. Justement, là, est-ce qu'on peut dire que Erdogan, au-delà de son projet de détruire le système de gouvernance dans le Rojava et chasser les Kurdes finalement de chez eux, est-ce qu'il n'y a pas d'autre visée est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, imaginer que Erdogan a le projet d'éradiquer les Kurdes? Je pense que donc, Erdogan, il a, en s'attaquant au nord de la Syrie, en s'attaquant au Rojava, il a son projet qui est, donc, en menant cette politique d'opération ethnique contre la population kurde, il se venge de Daesh, parce que nous avons combattu Daesh, et donc lui-même, à plusieurs reprises, il avait déjà soutenu Daesh, il avait déjà financé Daesh. Donc lui, quand il avait vu que Daesh était en train de disparaître, il est venu à plusieurs fois au secours de Daesh. Il avait, à l'époque de bataille de Raqqa, à plusieurs fois, il avait bombardé même son aviation les positions du YPG, des forces démocratiques syriennes. Donc le but d'Erdogan, c'est le retour de Daesh dans cette région, c'est de mener sa politique d'épuration ethnique contre les Kurdes, mais aussi les chrétiens d'Orient et les autres minorités de cette région. Et tout ça pour arriver finalement à un but. C'est quoi son but? C'est de mener ce qu'on appelle son projet de néo-ottomanisme. Ce projet de néo-ottomanisme, de toute façon, lui-même il le dit, c'est pas mes mots, c'est son mot. À lui, ils disent, pour nous, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Pour nous, on n'est jamais satisfait du traité de Lausanne de 1923. Notre but, c'est d'arriver à la Turquie selon notre pacte national de 1923, 1920. Ce pacte national, leur pacte national, qu'est-ce que c'est? C'est la Grande Turquie, y compris le nord de la Syrie, donc y compris le Rojava, y compris le Kurdistan d'Irak, y compris une partie de les îles grecques et la Bulgarie. D'ailleurs, même il y a quelques jours, le ministre de la Défense turc a publié une grande carte et il disait dans cette grande carte, c'était la Turquie avec tout le nord de la Syrie, même l'Arménie, même d'autres territoires comme la Bulgarie et les îles grecques. Il disait, ça nous appartient à nous. Nous, on vient
on menace personne, c'est nos terres, et on vient le récupérer, voilà. Donc en fait, finalement, c'est assez clair ce qu'Erdogan veut. Il veut annexer ces territoires-là, le nord, d'abord commencer par le Rojava et le nord de la Syrie. Il l'avait déjà fait par le passé, en annexant en 1939 Alexandrette, c'était une région qui appartenait à la Syrie, annexée à la Turquie. Et on avait aussi vu en 1974, le pouvoir turc il a mené une attaque au Chypre, soi-disant pour ramener la paix, soi-disant pour que c'est temporaire. Jusqu'à aujourd'hui, Chypre il est sous contrôle de l'armée turque. Donc il y a ce projet de néo-ottomanisme que la Turquie essaie de le mener. Et d'ailleurs, on voit très bien, je donne des exemples, l'armée turque, pour la première fois quand elle a envahi la Syrie, c'était le 24 août 2016. Il a attaqué, il a attaqué, donc contrôlé, occupé la région de Manbij. Vous savez, cette date-là, ça correspond à quoi? Ça correspond exactement à la date anniversaire il y a 500 ans exactement, c'est-à-dire le 24 août 1516, les troupes ottomanes ils ont envahi aussi la Syrie pour la première fois. C'était à l'époque l'Empire, c'était les Mamelouks. Donc ils ont choisi exactement la même date, ils ont choisi exactement tout simplement le même jour, après exactement 500 ans. Donc on voit très bien que finalement l'ambition d'Erdogan, c'est d'annexer cette région, c'est de arriver à son but ultime qui est le projet de néo-ottomanisme. Vous voyez, ce serait d'abord le nord de la Syrie, après il viendra contrôler d'autres régions. Donc là, on voit bien ce qui se passe aussi en Libye. Il essaie aussi de mener. Ils envoient des djihadistes en Libye aussi. Ils envoient des armes à des groupes terroristes et djihadistes qui sont en Libye. Donc on voit bien, Erdogan, il ramène le chaos partout au Moyen-Orient avec ce projet, en s'appuyant avec ces groupes djihadistes. Ces alliés djihadistes, ouais. Justement, en 2014, c'est ça, en 2014, il y a eu la bataille de Kobané. Et là, en 2014, c'était les soi-disant forces de Daesh qui attaquaient les Kurdes, les forces kurdes à Kobané. Et juste en face, il y avait la Turquie. Et le rôle de la Turquie à cette époque-là, c'était quoi? Tout simplement le rôle de la Turquie qu'il avait financé Daesh, qu'il avait laissé tous les djihadistes parcourir la Turquie pour venir en Syrie. Tous les Européens, ils sont passés par où pour aller en Syrie, ou de partir de la Syrie pour mener des attentats en France comme en 2015. Ils sont tous partis par là, ils sont tous passés par la Turquie. La Syrie a des frontières avec l'Irak, il y a des frontières avec le Liban, il y a des frontières avec la Jordanie et la Turquie. C'était uniquement la frontière turque où c'était un passoire finalement pour les groupes djihadistes. Comme j'avais dit tout à l'heure, même l'envoyé spécial de la coalition Makolt, il avait dit lui-même que plutôt la Turquie a envoyé 40 000 combattants de Daesh en Syrie. Il a facilité leur tâche. Et donc quand il y a eu la bataille de Kobané, tout simplement, la Turquie, ils étaient là. Il a donné des armes à ces groupes de terroristes de Daesh. Et donc la Turquie a fait son rôle, c'est d'armer ces groupes-là, de faciliter leur tâche. Et donc ils étaient là en train d'observer que la ville puisse tomber. Mais finalement, c'est ce qui s'est pas arrivé, puisque finalement les combattants kurdes, ils ont repoussé Daesh. Donc tout simplement la Turquie était complice, parce que même les Daesh utilisaient les hôpitaux turcs, ils venaient se soigner dans ces hôpitaux. On avait vu même certains médias turcs, ils ont relié ça. Il y avait des films, on avait filmé même des conversations entre les membres de Daesh et puis les gendarmes turcs. La question tout l'entier des hôpitaux de Turcs, ces groupes-là, djihadistes, ils étaient là à se soigner. Donc finalement, la Turquie, ils attendaient quoi? Après avoir fait ce travail-là,
d'armer Daesh, de faciliter leurs tâches, de le soigner. Ils attendaient que Kobani tombe. Et d'ailleurs, la Turquie avait refusé que des combattants kurdes ou pro-kurdes passent de l'autre côté. Apparemment, il les a empêchés d'aller donner un coup de main aux combattants kurdes sur place. Donc en fait, Erdogan espérait à l'époque que Kobani va tomber. En s'alliant avec tous ces groupes-là, d'abord, il faut se rappeler, avant l'arrivée de Daesh, il s'est appuyé à d'autres groupes comme le groupe Nusra, qui est le filiale d'Al-Qaïda. Mais le combattant kurde à Salikani notamment, à l'époque en 2012-2013, ils ont libéré la ville, ils ont combattu ce groupe. Et après il y a eu Daesh, Erdogan a financé, donc finalement, avec tout ce qui s'est passé, Erdogan espérait que ces groupes-là vont finalement pouvoir faire le travail à sa place, mais c'était un échec. Quand Erdogan il a vu que c'était un échec, il a lui-même intervenu militairement en Syrie, comme j'ai dit en 2016. Après, il est intervenu aussi dans notre région à Afrin, où il a mené avec une politique d'opération ethnique. À l'époque, à Afrin, c'était une majorité peuplée par les Kurdes. Aujourd'hui, très peu de Kurdes restent dans cette région, puisque cette région est devenue une région aujourd'hui peuplée par toutes ces familles des djihadistes qui sont arrivés de Ghouta orientale, qui est à côté de Damas. Erdogan les a installés dans nos villages, dans nos maisons. Et là, il veut faire la même chose. Il se prête à faire la même chose dans les autres régions, à Salikani notamment, et les autres régions du Rojava à l'est de l'Euphrate. Dans cette guerre contre l'État islamique, contre Daesh, les Kurdes ils ont perdu plus de 11 000 combattants, c'est ça? Tout à fait. Donc, dans cette lutte-là contre ces groupes djihadistes, Daesh et Nusra, on a donné la crème, on a sacrifié la crème de notre jeunesse, hommes et femmes. 11 000 hommes et femmes se sont sacrifiés pour protéger cette région, pour lutter contre Daesh. Non seulement il y a eu 11 000 combattants et combattantes qui ont perdu leur vie, il y a eu plus que 30 000 blessés. Parmi ces 30 000 blessés, plusieurs milliers qui sont handicapés peut-être, handicapés à vie. Ils ont handicapés à vie, il y en a qui ont perdu des bras, d'autres qui ont perdu des pieds. Donc finalement, nous avons sacrifié, nous avons autant donné pour protéger notre région, pour protéger ce territoire-là, et nous avons pu convaincre à l'époque Daesh qui contrôlait une grosse partie du territoire. C'était grâce aux combattants kurdes, mais aussi grâce aux autres, nos alliés, les chrétiens et les autres combattants arabes, qu'on a pu finalement libérer cette région, libérer Raqqa, libérer Manbij, mais avec un prix très fort, avec un prix très fort, qu'on a pu libérer. Et aujourd'hui, la Turquie arrive, ils interviennent pour éradiquer le peuple kurde, pour mener cette politique tout simplement de génocide, politique génocidaire contre le peuple kurde. Et pour permettre à Daesh aussi de revenir. Daesh de revenir pour... d'ailleurs même, il y a quelques jours, le deuxième jour de l'offensive, au même temps quand l'armée turque a bombardé nos régions, Daesh même a mené des actions même à l'intérieur de Raqqa, parce que Daesh a toujours des cellules dormantes à Raqqa. Il y a toujours des cellules dormantes à Deir ez-Zor. Donc il y a même quelques combattants de Daesh qui ont pris la fuite parce que l'aviation turque a bombardé des camps où ils se trouvaient, ou des prisons où il y avait les détenus de Daesh. Donc tout simplement, avec cette offensive-là, Erdogan vient au secours de Daesh. Il vient au secours des combattants de Daesh.
Aujourd'hui, il y a bien sûr ce qui se passe dans le Kurdistan, dans le Rojava en particulier, touche beaucoup de gens hein, à travers le monde. Parmi les Berbères, les Amazirs, il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés, qui sont touchés. Bon, bien sûr, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils peuvent toujours faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que les gens qui vous soutiennent, qui sont avec vous, qui veulent que le Kurdistan vive, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Je pense que avec cette lutte qu'on avait menée contre ces groupes-là, nous-mêmes, notre but c'était uniquement se défendre. On a mis en place ce système ou bien ce projet politique que j'avais évoqué, qui est donc un projet démocratique, un projet laïque et un projet où il y a égalité hommes et femmes. Nous avons, on n'était pas tout seul, on avait plusieurs amis, plusieurs personnes, plusieurs peuples qui nous ont soutenus. Même là, avec cette offensive, on avait vu autant des Européens qui sont venus soutenir notre cause. Et bien évidemment, il y a aussi le peuple berbère qui continue toujours de nous soutenir. Avec le peuple berbère, on a, je pense, plusieurs choses qui sont en commun. On se comprend, je pense, très bien. On se comprend très bien. On se comprend très bien avec le peuple berbère, c'est-à-dire le peuple berbère comprend notre souffrance et nous on comprend par exemple la souffrance de peuple-là. Donc aujourd'hui, aussi le peuple berbère, ils étaient là dans les rues quand on avait des manifestations. Vos informations, vos médias aussi relayés, donc pour nous c'est un soutien important. Au moins nos peuples, nos combattants sur place, ils se sentent qu'on a des amis qui nous soutiennent. Ce n'est pas du tout négligeable quand on voit dans les rues des gens, des Berbères ou d'autres peuples qui nous soutiennent. On voit bien qu'il faut donc continuer, toujours médiatiser ce qui se passe dans notre région. Il faut toujours donc continuer donc, à dénoncer cette politique que l'armée turque, Erdogan, avec ses djihadistes eux-mêmes. Donc ce n'est pas négligeable, il faut le faire, puisque finalement c'est grâce à ça que la communauté internationale, que l'opinion publique puisse être mobilisée, et que finalement que c'est Erdogan même pas en silence ce politique génocidaire. Voilà, il faut dénoncer, puisque c'est en faisant ça que finalement on peut d'une manière ou d'une autre soit empêcher, soit en tout cas limiter la barbarie que l'armée turque et les djihadistes sont en train de mener dans notre région. Merci beaucoup Bakr Kordo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis nous, encore une fois, nous sommes à vos côtés. On fera ce qui est dans nos moyens pour appuyer les combats cultes et pour dénoncer la barbarie, effectivement, de l'islamiste Erdogan. Et nous sommes confiants que la bravoure, la détermination des combattants, des combattantes sur place de Rojava aura raison de la barbarie turque. Merci pour votre soutien. Merci.